Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Lors du dernier épisode, je me suis entretenue avec Béatrice sur la place des femmes dans le sport. Aujourd'hui, je suis avec Thomas et Pénélope qui vont nous parler des associations étudiantes. Alors, comment ça va vous deux? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça va bien, merci. Dans le fond, j'aimerais ça que pour commencer, vous vous présentiez. Là, j'ai nommé votre nom, mais dans le fond, vous êtes qui? Vous étudiez dans quel programme? Puis pourquoi vous venez nous parler des associations étudiantes aujourd'hui? Oui, ben moi, je m'appelle Pénélope. Je suis bachelière du BIAPRI, donc j'ai terminé l'année dernière. Puis là, en ce moment, je travaille dans un organisme communautaire, puis je suis un certificat en études féministes à l'Université Laval. Donc, c'est ça. Moi, c'est Thomas Arton. Je suis troisième année au BIAPRI en ce moment. Puis on se connaît depuis le BIAPRI, justement. Là. Puis je suis coordonnateur général de l'ASS, l'Association facultaire des étudiants en sciences sociales. Puis pourquoi vous voulez nous parler justement des associations étudiantes aujourd'hui? Ben c'est vraiment un sujet qui nous passionne les deux. Ça va faire quand même quelques années qu'on s'implique dans les associations étudiantes. Donc, quand j'étais à l'IAPRI, j'ai fait 2 ans comme représentante de première, puis après ça, coordonnatrice générale. Puis par la suite, je suis allée coordonnatrice générale de l'ASS. J'ai fait une petite pause de travail, puis je suis revenue comme coordonnatrice aux affaires externes cette année. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne puis qui nous tient à cœur. Fait que c'est pour ça qu'on voulait parler de ça aujourd'hui. Puis tu sais, moi, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans que je vais être coordonnateur général de l'ASS. L'ASS, c'est pas ma première expérience d'association en général. Mais ça a été super formateur. Puis je trouve que c'est un milieu qui est vraiment intéressant, que tu baignes dans plein de choses. T'es tout le temps pris avec plein de décisions à prendre, de choses que t'as jamais faites, que tu dois te débrouiller pour apprendre sur le tas. Il y a personne qui te forme pour ça. Donc, c'est un milieu qui est vraiment formateur, mais super riche aussi en expérience et en information. Fait que moi, je suis super intéressé de baigner dans ça. Là. J'imagine que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. On fait tellement des belles rencontres. Puis c'est ça, tu te mets dans des dossiers que tu savais même pas que tu étais capable de gérer ça. Puis après ça, quand il y a le temps d'être sur une entrevue de job, ben t'as plein de compétences là, à dire que t'as fait justement travailler dans les assos. Fait que moi, mon parcours universitaire aurait vraiment pas été la même chose si je m'étais pas impliquée dans le militantisme étudiant. Là. Ouais, je comprends. Là. Moi-même, faisant partie de l'IAPRI, c'est vraiment formateur. Je m'attendais pas à ce que ça m'apporte autant, honnêtement, en m'impliquant là-dedans. Pour ceux qui nous écoutent puis qui sont plus ou moins au courant, c'est quoi une association étudiante? Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi les grandes lignes directrices d'une association étudiante, son rôle en général? Tu sais, il y a plusieurs types d'associations. Mettons, juste sur l'Université Laval, il y a plusieurs types d'associations. Il y a des associations qui sont plus de services, plus de parties, des assos qui sont là pour entretenir une vie étudiante vraiment fournie. Puis il y en a aussi que c'est principalement plus à Montréal, ça, par exemple, mais il y en a un petit peu à Québec aussi. C'est vraiment axé sur le militantisme étudiant, axé sur tout ce qui est droit étudiant, lutte sociale, lutte politique, donc assos militantes, assos de service. Puis aussi des assos nationales comme la CRU ou l'AC, la classe avant 2012. C'est des assos qui regroupent plein d'assos, dans le fond. Puis eux, ils ont souvent une vocation militante aussi, espèce de servir comme front commun. Puis finalement, il y a les assos... moi j'appelle général, là, à voir si c'est ça le bon terme, mais c'est l'assaut qui, un peu comme l'IAPRI, un peu comme l'ASS, qui font également des services comme des parties, mais qui font aussi beaucoup se politiser au sein de leur association, comme l'ASS, avec le cahier de position, ou l'IAPRI, le cahier de position, qui vont un peu dicter les valeurs de l'association, puis des membres qui en font partie. Puis souvent, les associations vont défendre les droits étudiants si on a des problèmes avec les profs, si on a des problèmes avec l'administration. C'est aussi, je sais pas, il y a une lutte sociale comme par exemple l'endettement étudiant. C'est les associations étudiantes qui vont prendre ça puis qui vont complètement représenter les étudiants là, comme en 2012 en fait là, avec la précarité étudiante puis la hausse des frais de scolarité. Là. Toi, Pénélope, tu as fait partie autant de l'IAPRI et de l'AESS. Tu as vraiment vécu, mettons, les associations plus militantes puis plus sociales. T'as-tu une préférence, mettons, ou... C'est parce que les deux sont importantes. Parce que
comment tu veux rassembler les gens puis militer si tout le monde est, puis on va en parler tantôt là, si tout le monde est dans un climat plus individuel. Puis ben moi tu sais je parle pour ma paroisse là, mais le Viapri c'est vraiment j'ai rarement vu un baccalauréat où les gens se voient aussi souvent, où il y a aussi une belle cohésion des gens qui sont là, puis en même temps les assos, tu sais mettons si on parle de l'ASS là, nous on a 9 baccalauréats qui sont comme à l'intérieur des sciences sociales. L'ASS peut se permettre d'avoir certains dossiers seulement parce qu'on a les assos départementales qui sont là pour les faire. Tu sais, je pense à la EAPRI, là, quand il y a des étudiants qui ont des problèmes avec des profs, quand c'est le temps de revérifier le programme, s'il y a des trucs qui marchent, d'envoyer les courriels, de créer des liens, de rassembler votre monde. L'ASS pourrait pas faire grand-chose si on n'avait pas ces assos-là aussi. Fait que c'est deux choses qui sont excessivement différentes, mais très importantes. Moi, j'ai toujours voulu être un peu plus frontline, là, permettez-moi l'anglicisme, là, mais puis dans la défense de droit, parce que je considère que je suis quand même une personne qui est grande gueule, fait que j'aime ça m'exprimer. Puis je pense que aussi on peut se permettre à l'ASS d'avoir un côté plus dérangeant, parce que c'est ça que des fois qui nous est exprimé par des associations de baccalauréat, c'est que ben moi j'ai peur mettons de confronter des profs parce que après ça pourrait être mon prof de maîtrise, ça pourrait être le prof qui me fait une lettre de référence, alors qu'à l'ASS ben nous on agit comme un syndicat. Puis ça me plaît vraiment beaucoup dans le côté militant. Mais les deux, je les aime, puis les deux sont importants. Ouais, puis tu parlais du côté militant un peu comme un syndicat. Tu sais, on représente des étudiants et étudiantes en général, là, que ce soit un asso service ou mais tu sais, à l'ASS, c'est vraiment faculté. On représente. Ben, on parle d'ASS parce que moi, je connais l'ASS, là. Mais tu sais, la base d'un asso, peu importe c'est quoi, c'est représenter ses membres, que ce soit dans l'activité, dans leurs droits ou dans leur lutte. Puis c'est drôle parce que les associations agissent beaucoup comme un syndicat, mais souvent sont pas perçus comme ça. Là, on en reviendra tantôt au pire, là, parce que là, on saute des étapes. Ouais. Mais ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est sûr que l'AIAPRI, on est beaucoup réputé pour être une association étudiante sociale, là, mais c'est tout autant important pour nous justement de représenter nos étudiants puis de leur offrir un service. Puis s'il arrive de quoi avec un professeur, ben on est là pour ça, ou même ça... On est là pour nos étudiants et les représenter. Vous êtes vraiment plus qualifiés que nous autres pour représenter un étudiant parce que c'est votre étudiant, vous le connaissez, vous connaissez le climat et tout. Fait que c'est pour ça que nous, on essaie des fois, on voit ça comme soutien aux associations aussi, tu sais. Parce qu'on veut pas... Le but, c'est de vraiment pas s'ingérer dans les affaires des bacs parce que c'est les experts pour faire ce qu'ils ont à faire, tu sais. Nous autres, on est là en soutien, on a plus de fonds aussi. Fait qu'on peut se permettre de justement... faire des trucs un peu plus grands comme des manifs et des trucs comme ça. Mais ça reste que si on n'avait pas nos 5200 membres puis les assos qui les accompagnent, on pourrait pas faire grand-chose non plus. Là. Une chose que je remarque avec ma petite expérience dans les assos, là, c'est que ben nous, on essaie vraiment d'avoir une vision bottom-up, dans le sens, encore un anglicisme, je suis désolé pour... une vision générale. Générale, on a du bas vers le haut pour les personnes fans de la loi 101. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous, on essaie d'avoir une vision du bas vers le haut, puis souvent, les associations étudiantes sont vraiment vues comme hiérarchisées, tu sais. Ouais. Souvent, ça arrive qu'on se le fait dire par l'administration ou par d'autres personnes. Facultaire, c'est nécessairement plus haut, tu sais. Puis je pense que c'est une vision qui est vraiment un petit peu... qu'il faudrait changer, parce que je pense pas que ça a toujours été le cas, en fait, là. Puis justement, on est des institutions différentes qui servent des buts différents. Puis je pense... on est là pour aussi s'entraider puis se balancer, tu sais, dans la réalité étudiante, là. Puis moi, je trouve ça un petit peu absurde qu'il y ait une hiérarchisation des associations étudiantes. On est juste différents regroupements pour différentes vocations. Exactement. Ouais. OK. Ben super, merci. Tu parlais tantôt du cahier de position. Voulez-vous, dans le fond, me résumer en bref, mettons, c'est quoi un cahier de position? Parce que moi, je me rappelle, j'arrivais dans les assemblées générales à ma première année, puis on parlait d'un cahier de position, puis honnêtement, là, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que pouvez-vous, mettons, pour ceux qui se sont pas encore présentés dans une assemblée générale, mettons, c'est quoi un cahier de position? Ouais, c'est un peu vague, hein, comme terme aussi, là. Quand je suis arrivé, j'étais comme cahier de position, OK, c'est où, ça? Mais en fait, c'est vraiment simple, c'est un petit peu, c'est le cahier des valeurs sociopolitiques d'une association étudiante. Le cahier de position aussi, ça sort pas de nulle part, c'est voté par l'Assemblée générale, fait par les étudiants et étudiantes lors des AG. Puis il est toujours changeable, toujours modifiable. Souvent, il y a des choses qui sont vieilles comme le monde qui doivent être enlevées ou dites caduques, là, donc plus relatives là, à la situation. Mais c'est sûr que quand on passe une position dans le cahier de position, on change pas le monde. Là. On s'entend, il y a des positions que des gens pourraient lire qui seraient comme, bon,
à quoi ça sert. Mais c'est sûr que l'impact, dès que la position est rentrée dans le cahier de position, il n'y a pas un impact direct. C'est les actions qu'on peut prendre une fois que cette position-là est rentrée dans le cahier de position qui ont de la valeur. Fait que c'est pour ça que nous, on se tue un peu à dire qu'il faut respecter les cahiers de position. S'il y a quelque chose qui est plus d'actualité, il faut l'enlever. Parce que si tu viens à contrevenir à ton cahier de position, c'est comme si ton association avait plus de ligne de com ou il y avait plus de ligne directrice qui avait été votée par les membres. Puis je te donne un exemple. Mettons, récemment, on a voté une position pour la gratuité de tout produit d'hygiène menstruelle gratuit. Mais moi, une fois que j'ai cette position-là, je peux commencer à faire des démarches auprès de l'université. Ça me donne une légitimité de prendre des actions. Si à un moment donné, il y a une manifestation à ce sujet-là ou sur d'autres sujets du cahier de position, on peut prendre action. Parce que sinon, ça serait comme si c'était juste 8 personnes dans l'exec qui décident des valeurs de 5200 personnes. Fait que là, ces valeurs-là sont décidées collectivement en AG avec notre quorum, même si c'est pas les 5200 personnes qui sont là. Mais ça nous permet justement d'avoir des lignes directrices puis de pouvoir prendre action sur certains trucs puis d'avoir une légitimité sur cette prise d'action-là. Puis tu sais, c'est un peu comme un mandat, là, en général. C'est un mandat, puis mettons un exemple vraiment concret dans lequel c'était utile, justement, comme Pénélope dit, que nous, ça nous donne une légitimité. C'est l'année passée, tu sais, il y a eu en 2022, il y a eu la grève du SPUL, 2022-2023. Il y a eu la grève du syndicat des professeurs à l'Université Laval, puis là, ça a fait une grève d'une semaine et quelques, là, je me souviens plus exactement, c'est un peu flou, là. Mais à la fin, quand on a fait l'argent de la reprise de la grève, ça a été battu. Mais il y a eu quand même un mandat, une position prise en cahier de position qui était de justement assurer un retour inclusif pour les étudiants, un retour qui est en leur faveur. Puis ça, quand on a négocié avec l'administration, demander des recours ou demander que les cours soient reportés, les examens soient reportés, bref, quoi que ce soit, ça nous a donné une légitimité qui était très, très, très pesante dans la balance. Puis ça vient des membres, ça vient de l'Assemblée, puis là, ça s'était rendu à nous, l'exécutif, d'appliquer ce mandat-là, puis d'être redevable, en fait, là, aux étudiants et étudiantes. Là. Justement, cet exemple-là, c'est autant un exemple de comme, oui, l'association étudiante voulait se positionner, faire la grève et tout, mais après ça, tu sais, comme, on veut modifier, non, finalement. Fait que c'était vraiment comme un exemple de comme, une position, oui, ça peut être canné, mais aussi moyen de comme, revenir. C'est pas coulé dans le béton. C'est un bel exemple de démocratie étudiante. Ouais, vraiment. Parce que les gens se sont sentis concernés, sont venus, ils ont donné leur opinion. Puis, tu sais, nous, mettons, en tant qu'association, on propose. Ouais. Mais j'ai l'impression que des fois, les gens, ils sont fâchés. Ils pensent qu'on est fâchés si la grève passe pas, mettons. Nous, ce qui nous fâche plus, c'est de pas avoir les quorums. Parce que ça nous prouve que les gens veulent pas venir discuter. Puis, mettons que la grève des profs qui a été battue dans une enjeu où il y avait 500 personnes, ben, on était juste fiers, je pense, collectivement, d'avoir mobilisé autant de personnes qui sont venues jaser puis débattre dans le système universitaire pour comme donner leur opinion puis faire valoir leur démocratie étudiante. Il y a rien qui est jamais canné dans le béton. Puis s'ils viennent aux AG, justement, c'est la meilleure opportunité pour donner leur opinion. Tu sais. On va reparler justement tantôt des AG. Là. Je trouve que c'est quand même un point important. Mais je spoil. Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Mais vraiment, c'est ça que je pense que les gens ils comprennent pas puis qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que tu sais, quand, mettons, une association étudiante, me propose une position en tant que telle, leur objectif, oui, ça peut être de l'adopter, mais c'est aussi de comme, on a remarqué qu'il y a telle situation dans la vie étudiante, on aimerait ça y remédier. Voici ce qu'on propose. Êtes-vous d'accord ou non? Discutons-en. On est une démocratie, on va voter. Exactement. C'est juste ça. C'est ça que, des fois, c'est difficile à comprendre. C'est pas parce que t'es contre une opinion que tu penses qui est majoritaire que ça vaut pas la peine que tu viennes non plus en discuter. Tu sais, on va en parler tantôt, mais les assos étudiantes, c'est vraiment comme un bassin démocratique intéressant. C'est une énorme preuve de démocratie. C'est genre la démocratie directe la plus concrète qu'on peut avoir, je pense, dans une expérience politique dans notre vie. Puis quelque chose qui va pas, on en parle, on vote, ça passe pas. Il y a pas de langue de bois, il y a pas plus de choses que ça. Puis c'est un bel exercice politique qu'on a la chance d'avoir puis de faire. Puis on a un poids aussi, tu sais, dans cet exercice politique-là. Les assos étudiantes ont des poids, sont importants dans l'histoire du militantisme québécois, sont importantes aussi dans l'évolution de certaines luttes sociales, politiques, sociopolitiques. Fait c'est important que le monde vienne profiter de ça. Puis de se regrouper aussi. Ça crée une communauté aussi qui est vraiment intéressante, qui est pertinente. Puis si le monde vienne pas au rendez-vous, vienne pas par, peur de
de l'inconnu, de c'est quoi une AG, ou de il y a beaucoup de personnes, quoi que ce soit, ou que c'est un monde vraiment à part de moi, j'ai pas rapport là. Je pense qu'ils ont tout à gagner de venir dans les AG, puis de discuter, puis de voir, au pire de juste venir, étudier un petit peu sur ton laptop, écoute ce qui se passe et analyse un petit peu. C'est correct, t'es pas obligé d'être tout le temps une figure pro là, de la communication publique là, pour venir aux AG. Là. Puis on s'est aussi rendu compte que nous, on a eu la chance de baigner là-dedans beaucoup au cégep. C'est pas la chance que tout le monde a eue. Il y a la COVID là-dedans qui a joué beaucoup aussi, mais c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne une AG. Fait que nous, quand on a quelqu'un qui préside, bon, il demande à chaque fois, même si la troisième année la troisième AG de l'année, de prendre son temps puis de bien expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vote ça, qu'est-ce que ça fait si je vote en ce moment. Fait que n'importe qui pourrait arriver à n'importe quel moment, puis on essaierait de soutenir dans ce processus-là pour pas que ça soit justement élitiste puis incomprenable. Ouais. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est vraiment l'importance, là, comment vous me le dites, l'importance de faire partie d'une association étudiante. C'est pas juste de s'impliquer, mettons, parce que souvent les gens vont penser que s'impliquer dans une asso, c'est faire partie, mettons, de l'exécutif. Il y a plein de manières. Juste de te présenter, de faire valoir ton opinion, ça, c'est s'impliquer. Puis c'est important justement pour faire valoir les enjeux que tu trouves importants justement pour la communauté étudiante. Exact. Ouais, puis dire que t'es pas d'accord. Ouais. Tu sais aussi, là, donner ton opinion. T'as le droit de pas être d'accord. Là. Moi, souvent, je suis pas d'accord avec. Tu sais, puis il y a beaucoup de conversations tu le sais, il y a beaucoup de conversations qui se passent aussi au sein du comité exécutif. Puis on n'est pas tous nécessairement d'accord sur les points. Fait que tu sais, si nous, on a des discussions de désaccord à corps, imaginez dans une assemblée générale de 100 ou 500 personnes avec l'année passée, tu sais, genre, c'est important de se parler. On dirait qu'on se parle plus. Faut se parler. Parlez-vous. Juste à 7-8, des fois, c'est pas évident de non, justement, tu sais. Fait que non, c'est tu sais, des fois, les membres, ils ont peut-être vu des affaires que nous, on n'a pas vues. Tu sais, on est une équipe de 8, là, nous, pour notre part, à travailler ensemble, mais il y a quand même 5200 personnes là, qui peuvent regarder ce qu'on fait. Puis ça se pourrait, on n'a pas la science infuse là, du tout, ça se pourrait là, qu'eux autres, ils soient comme hey, moi, j'ai remarqué telle affaire, puis que soit on nuance le propos ou que finalement, ça soit battu, mais on a besoin justement de l'avis des gens pour créer ce qui est le mieux pour la SS, mettons. Non, je comprends. Voyons, excusez-moi, je vais reprendre ça. En 2023, c'est quoi les principaux enjeux que va devoir représenter, auxquels, va devoir faire face une association étudiante? Il y en a beaucoup. Ouais. Quand même. Surprenamment, il y en a beaucoup. Je pense qu'après l'année passée, il peut y en avoir moins. Surprise, c'est le contraire. Ouais. Il y a, mettons juste d'un point de vue plus local à l'Université Laval, il y a en ce moment l'accréditation des associations étudiantes qui fait à cause de la loi 32, loi 25. 25. Ouais. En gros, là, rapidement, c'est que le gouvernement québécois a changé sa politique sur la protection des renseignements personnels. Donc, toutes les institutions privées, publiques aussi, doivent également changer leur politique de renseignement, de protection des renseignements personnels. Donc, ça fait que l'Université Laval le fait également. Ce que ça implique, c'est que les associations étudiantes comme l'AEAPRI, l'ASS, tous les assos, ont accès à l'information afin de communiquer avec les membres, les étudiantes, étudiants, que ce soit par leur courriel, que ce soit dans quel bac ils étudient, bref, ce genre de choses-là. Puis ça, c'est un outil essentiel pour la communication, pour l'organisation des assos étudiantes. Puis en ce moment, ça fait avec la nouvelle réglementation, la nouvelle politique de l'Université Laval, ça fait que certaines associations qui ne sont pas accréditées selon la loi québécoise ne pourront pas avoir accès à cette liste-là. Puis aussi un enjeu qu'il y a certaines assos qui pourront pas être accréditées également parce que c'est des assos de programme qui ne rentrent pas dans la loi parce que la loi est trop vieille. Donc il y a vraiment une espèce il y a ça localement là, qui est au quotidien là, à l'Université Laval. Cet enjeu-là, justement, genre, on commence à en parler de plus en plus, là, mais ça touche directement l'AEAPRI. Ah ouais, je voulais pas en nommer, mais nommons-la. C'est plate à dire, mais en effet, c'est un enjeu qui nous touche, puis étant vice-présidente aux communications, c'est sûr que c'est un enjeu qui fait peur. Va juste falloir comme repenser notre manière de communiquer, puis juste comme essayer de trouver des solutions si jamais comme
ça devient un enjeu encore plus important. C'est un peu ça qui nous fâche, c'est que là, en ce moment, c'est les associations encore qui, alors que ça va super bien leurs affaires, doivent mettre du temps de ce qu'ils pourraient offrir à leurs membres sur régler un problème qui allait déjà très bien pour eux, tu sais, que c'était déjà super correct la manière dont les communications fonctionnaient, même que, en fait, c'est un enjeu pour nous, les communications, de s'assurer que tout le monde reçoit les communications. Comme tu as dit, il y a 5200 étudiants, nous, on est genre 191. Sachant qu'il y a des associations qui se font mettre des bâtons dans les roues sur, tu sais, donner leur information, ça, c'est quand même très dommage. Moi, je pense aussi qu'un des enjeux, c'est le post-COVID. Tu sais, on est quand même dans la phase post-COVID, mais ça reste qu'il y a des grosses séquelles là, pour le mouvement étudiant qui reste à retravailler, qui est qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait leur cégep complètement en ligne, qu'ils ont commencé l'université en ligne, puis c'est là, quand tu fais, mettons, ton cégep en présentiel, tu commences un peu à savoir c'est quoi les associations étudiantes, les assemblées générales, voir qu'est-ce que tu peux faire pour t'impliquer, puis là, je pense que ça l'a créé un peu... ça l'a, tu sais, fracturé complètement le mouvement étudiant parce que on parle à des gens puis ils savent même pas c'est quoi des assemblées générales, fait que c'est encore plus difficile à mobiliser parce que quand on leur parle, faut qu'on leur explique exactement c'est quoi une association. Puis c'est super correct, moi ça me fait plaisir de faire ça, mais je comprends pourquoi il y a plein de gens qui ont jamais entendu parler de ça puis qui ça leur vient pas à l'esprit de venir se positionner là-dessus, puis ça a peut-être l'air un petit peu niaiseux là, pour eux, mettons. Mais sinon, tu sais, comme haute mobilisation en 2023, il y a la salarisation des stages, rémunération des stages, selon la position que tu préfères adopter. Il y a ça qui est gros aussi, là, tu sais, la salarisation des stages ou la rémunération, c'est une lutte qui dure depuis 2015. Moi, j'étais au cégep, il y avait des grèves générales qui se votaient là, dans les gymnases. Là. C'était super old school. Marie, ça fait pas si longtemps que je suis allé au cégep. Là. Faut que j'arrête de vieillir ma vie. Mais non, il y a ça qui se passe en ce moment. Il y a un gros mouvement partout au Québec. Il y a la CADEL qui le fait avec l'UEC, la FEUC. La FEUC, avec aussi la CRU, évidemment. Il y a nous qui Pénélope est sur le dossier pas mal, là, la SSE sur le dossier, la GECOR, Travail social à l'Université Laval, l'enseignement, infirmière. C'est une grosse mobilisation qui se passe en ce moment. La SS en fait partie aussi, parce que ça touche du monde de la faculté. Puis qu'on a aussi une vocation militante à temps partiel là, quand même. Exactement. Donc on se lance là-dedans. Puis ça c'est quand même gros là, je te dirais il y a beaucoup d'angles qui sont attaqués en même temps. Il y a l'angle politique qui est attaqué beaucoup plus par le mouvement de la CADEL, de l'UEC, la FEUC, qui ont quand même des résultats. Puis en ce moment aussi ils ont sorti avec les risques une étude là sur justement le poids de la non-rémunération des stages. Puis de combien ça coûterait au gouvernement de payer tous les stages en fait au Québec en une année, ce qui est pas étonnamment pas si élevé que ça sur le budget total du gouvernement du Québec. Fait qu'il y a ça qui se passe, c'est vraiment intéressant, c'est super diversifié comme milieu d'opinion aussi, c'est pas tout le monde qui est en accord, mais tout le monde veut le même but, soit une paye pour les stagiaires, surtout que ça touche majoritairement des femmes. Puis des milieux qu'on a de besoin, comme la santé et l'enseignement. Ouais, c'est ça qui est triste, c'est que l'argument qui est souvent utilisé pour être contre la salarisation, c'est « Ah, mais vous êtes dans des situations d'apprentissage, hein, vous êtes des passionnés qui apprennent. » Puis si cet argument-là tenait, premièrement, s'il y avait aucun stage qui serait payé, je serais quand même en désaccord avec ça. Mais là, c'est encore plus ironique parce que tu regardes des gens qui sont en génie, qui se font des 30 000 pendant qu'ils étudient parce que leurs stages sont payés. Puis on regarde les personnes qui travaillent dans le domaine, justement, enseignement, infirmière, travail social, criminaux, des domaines qu'on a un grand manquement de personnel. Puis quand ils font des stages, on ose leur rire d'en face en disant « Mais non, mais toi, c'est parce que tu fais ça parce que t'es passionné. Hein, t'es en stage d'apprentissage. » Puis ils voient les autres programmes qui sont typiquement masculins être salarisés. Ça fait comme aucun sens. Puis mettons juste en travail social là, qui est dans les sciences sociales, ils ont calculé pour leur stage d'environ 400 heures, c'est quasiment un 12 000 qu'ils perdent en une année. C'est pour quelques données là, question de mettre un peu de viande autour de l'os là, de la salarisation des stages. C'est plus de 120 000 étudiants là, étudiantes qui sont en stage chaque année. Donc ça varie de session en session, mais à chaque année c'est plus de 120 000.
c'est un travail qui est réalisé aussi. Ce qu'on réalise pas souvent, que les personnes qui sont peut-être un peu contre la salarisation des stages, c'est qu'ils savent pas que les stages, c'est pas des stages d'observation qu'on parle, là, c'est des stages pratiques comme les infirmières, les enseignantes, les personnes en TS, en criminologie. Une de mes meilleures amies est en éducation spécialisée et elle a fait un travail qui bénéficie de la population. Elle gère des enfants avec des troubles d'apprentissage ou des troubles de comportementaux. Elle applique une théorie concrète sur l'enfant pour qu'il se développe d'une meilleure manière. Même chose pour les infirmières qui font des intraveineuses dès leur première journée de stage, les enseignantes qui gèrent des classes. C'est un travail que la société bénéficie. C'est surtout donc, pourquoi pas salariser ça? T'sais? Ben oui, c'est surtout que s'il y avait personne de ces stagiaires-là qui occupait ce poste-là, on trouverait quelqu'un de salarisé pour le faire. On ouvrirait un poste. On n'aurait pas le choix. Parce que là, il y a des histoires de stagiaires qui viennent nous voir puis qui nous disent ben moi, ils m'ont dit, tu savais-tu mettre un cathéter? Puis j'étais comme, je l'ai vu en cours. Ben parfait, tu t'en vas le faire. Sans supervision. Quand même, ils font des heures supplémentaires alors qu'ils sont pas supposés. Il y a des gens qui nous racontent se faire mégenrer, discriminer dans leur stage également. Puis le fait est que pourquoi nous, la SS, on est pour la salarisation, c'est qu'on considère que travail égale contrat de travail égale salaire. Puis c'est la nuance. Rémunération, on n'est pas complètement contre là, non plus. Là, c'est juste qu'il fallait se positionner. J'allais justement demander c'est quoi, parce que, tu sais, on parle beaucoup de Oui. Rémunération puis salarisation. Là, j'étais comme... Moi, dans ma tête, c'était des synonymes, mais quand tu commences à fouiller, ça se ressemble, c'est dans le mais même quand même une jargon. nuance. Ça se rejoint. Ben, c'est ça. La rémunération, c'est juste que c'est un terme parapluie qui peut englober aussi les bourses. Des bourses, mettons, comme la bourse perspective, des trucs comme ça. Nous, salarisation, c'est vraiment salaire. On considère que tu travailles, donc tu dois avoir un salaire. Puis l'argument qui faisait en sorte que nous, on était pour la salarisation, c'est le contrat de travail. C'est que en ce moment, les stagiaires, ils ont un statut de stagiaire, donc ils sont pas protégés. Là, on nous a dit qu'il y avait des gros avancements. Il y a eu une charte pour le harcèlement sexuel. Quant à moi, ça aurait dû être là dès le début. Mais ça reste que les stagiaires, ils n'ont pas de protection s'ils vivent de la discrimination. Congé, des trucs comme ça, c'est comme ton stage est toujours à risque. Puis ça dépend aussi de qui dirige ton stage, qui peut créer des climats là, vraiment pas corrects pour certaines personnes. Rapidement, il existe une mini-sécurité de travail là, quand même là, pour les personnes stagiaires, selon la loi, mais c'est ultra minime. Dont le bare minimum, le minimum, excusez-moi les fans de la 101, le minimum en fait, c'est comme Penelope a dit, empêcher d'avoir un milieu qui harcèle sexuellement et psychologiquement. Je veux dire, crime, c'est la base. Mais donc, c'est ça, la salarisation amène ça, justement, puis ça a été prouvé dans l'étude de l'IRIS, justement, qu'un salaire allait améliorer ça. Puis en plus, tu sais, juste avec le salaire minimum, si les stagiaires étaient payés pour le salaire minimum, ils arriveraient quand même pas à sortir de l'état de précarité financière. Fait que c'est quand même, tu sais, ça en parle beaucoup sur plein d'autres choses. Mais aussi, tu sais, comme on parlait des bourses perspectives, pourquoi aussi, moi, personnellement, je suis plus pour la salarisation, c'est que les bourses perspectives vont seulement couvrir les frais de scolarité. Tu sais, quand t'es en stage, frais de session, tu sais, la bourse perspective, là, c'est pas, tu sais, tout le temps, c'est 9 000 $, mais quand tu défais ça par session, défais ça par qu'est-ce que ta session te coûte, puis qu'est-ce que la vie te coûte, puis comment tu mets d'heures dans ton stage, puis que ces personnes-là ne travaillent pas. Tu sais, comme moi, en ce moment, je travaillais pas, je pourrais pas vivre en appartement, je serais chez mes parents. Il y en a qui sont chanceux pour être chez leurs parents, puis tant mieux, profitez-en, good. Mais il y en a qui c'est pas la réalité de tout le monde. Puis pour multiples raisons, puis de priver des jeunes personnes qui veulent s'impliquer dans la société dans des domaines qu'on a besoin, puis leur dire ben t'as juste à endurer la précarité financière, la détresse psychologique et possiblement un burn-out post pré milieu du travail. C'est un peu, tant qu'à moi, un message de société bizarre. Super. Ben, sur cet enjeu assez intense et poignant, on va prendre une courte pause et on vous revient bientôt à priori. À tantôt. À tantôt. Vous êtes de retour à priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Thomas et Pénélope. Donc, avant la pause, vous nous avez parlé de c'est quoi une association étudiante en général. Vous êtes présentés, évidemment.
Puis, juste avant qu'on parte en pause, vous nous parliez de la salarisation des stages, qui est un enjeu assez important pour la mobilisation étudiante en 2023. Pénélope, je pense que tu avais d'autres points que tu voulais apporter. Bien, ça fait partie de la salarisation des stages, mais je pense que ça se touche une très grande partie de la population étudiante, puis c'est l'endettement étudiant, là, qui est un de nos gros dossiers. Oui, on a beaucoup de stagiaires là, qui justement doivent s'endetter pour pouvoir étudier, mais en général, comme l'université coûte excessivement cher. Puis je comprends que quand on se compare aux États-Unis, puis on se compare ailleurs au Canada, mais moi, ce que je pense, c'est ici, maintenant, qu'est-ce qu'on vit? Les témoignages disent que c'est trop cher, tu sais, d'avoir une session à 2500 $, ça a pas de sens, tu sais. Puis là, on parle pas des étudiants étrangers que leur facture est comme dans les 5 chiffres encore plus gros, là. Fait que il y a ça, puis c'est juste qu'on a plein de témoignages justement de gens étudiantes qui ont de la difficulté à se trouver un logement, qui ont de la difficulté à manger, qui ont de la difficulté à payer leur facture d'université. Puis ça, on trouve ça inconcevable qu'il y ait autant de précarité étudiante. On s'est fait dire qu'il y avait de l'itinérance étudiante sur le campus. Puis si il y a pas, ça prend ça pour qu'on se réveille. On comprend pas trop là, pourquoi là, il se passe rien en ce moment. De la part autant de l'université que du gouvernement, moi je trouve ça un peu aberrant qu'on soit dans ces positions-là. Puis sur l'endettement étudiant, moi je fais partie de celle qui a accès à des prêts et bourses. Déjà là, je considère que je suis privilégiée parce que c'est pas de tout le monde, mais ça vient aussi avec un assez gros enjeu qui est que le Québec est la seule province qui a remis des taux d'intérêt sur les frais étudiants. Fait que moi, mettons, je sors de l'université avec une facture de 18 000 que je dois payer sur 10-15 ans, je vais payer cher les intérêts sur ma facture, puis je suis pas la seule. Puis je trouve ça dommage que les étudiantes qui doivent avoir accès à ça pour pouvoir avoir accès à l'école, à l'apprentissage, repayent ça pendant 10, 15, 20 ans de leur vie après. L'éducation devrait pas être comme ça. Moi, je suis pour la gratuité de l'éducation, si vous n'avez pas compris, mais... C'est un taux d'intérêt de 8%. Là. Exactement. Ça paraît. C'est excessivement élevé, là. C'est des 800 $ quasiment. Mais cet enjeu-là, je me rappelle, on en parle quand même depuis longtemps. Moi, je me rappelle, j'étais en secondaire 4, là, quand vient le temps de choisir ton cégep, en cours d'éducation financière. Pas éducation financière, mais en tout cas, c'était comme un cours pour t'aider à t'orienter là, après le secondaire. Puis je me rappelle, le prof que j'avais nous avait comme mentionné que, oui, tu peux changer... T'sais, parce que moi, je voulais pas mettre de pression. Fait que là, j'étais comme, au pire, je vais changer. Puis je me rappelle qu'il nous avait apporté ça de la manière que si tu changes, tu payes ta session. Puis déjà, à la base, c'est comme pas donné. Fait que souvent, faut que si t'as pas la chance, mettons, d'habiter chez tes parents ou faut que tu fasses des prêts et bourses. Puis là, tu pars avec, mettons, tant de piastres de prêt. Là. Puis là, faut que tu rembourses ça dans ta première année. Puis il dit, tu pars endetté de même dans la vie sur le marché du travail. Et je me rappelle, là, moi, ça m'avait jeté à terre. Ouais. Puis ça m'avait mis une pression aussi, justement, de comme, OK, choisis le bon bac, là, parce qu'une fois, genre, tu sais, si tu veux y arriver à un moment donné financièrement, faut que tu choisisses le bon bac tout de suite. Puis c'est drôle parce que moi, en tout cas, je parle pour moi depuis que je suis jeune, c'est va à l'école, continue à l'école. Puis, tu sais, j'ai comme pris une pause avant le cégep puis l'uni, puis c'était comme un crime, là, quasiment c'était fou, là. Mais on dit tout le temps, on valorise l'éducation dans la société dès qu'on est jeune, dès le secondaire. Là. Va à l'école, va à l'uni, c'est important. Puis rendu là, ben c'est t'as pas de cash, tant pis. Ou genre débrouille-toi, tu sais. Puis je trouve ça plate qu'en tant que société, on valorise pas le fait de se tromper, tu sais. C'est normal. Il y en a tellement de programmes d'université, il y en a tellement de programmes de cégep. On a tellement des types d'intelligence différentes. Puis c'est pas en sortant du secondaire que t'es capable de te positionner directement. Puis que là, on met de la pression sur tout le monde de comme, il faut que tu sortes de l'université, tu fais ton bac en 3 ans ou en 4 ans max si t'es en enseignement. Après ça, tu sors, tu travailles, puis tu travailles jusqu'à temps que t'aies 65 ans. Oh, c'est difficile. Puis là, après ça, tu vas pouvoir prendre ta retraite. Je pense qu'il faut valoriser le fait de se tromper. Puis beaucoup de gens qui disent qu'ils sont contre la gratuité scolaire sont comme, là, on va payer pour les gens qui restent à l'université pendant des années ou qui se trompent. Pourquoi pas? Ça crée du savoir. Les gens, après ça te fait une société qui est tellement en santé parce que les gens peuvent étudier dans ce qu'ils aiment puis apporter après ça à la société avec leur cerveau. Tu sais. C'est accessible à tous. C'est que du positif, là, la gratuité scolaire. Il n'y a plus de discrimination tant que ça, là, du point d'accessibilité. Il faut juste choisir c'est où qu'on veut mettre nos fonds publics puis si l'éducation est une priorité de notre société québécoise. Moi, quant à moi, oui. Mais
à nous de voir si les fonds publics valent plus l'éducation ou un troisième lien. On se croit en 2012. Exactement. Le fameux 2012, ça a été quand même marquant. Oui. Donc là, on parle vraiment de comme les enjeux importants, mettons, au sein d'une association étudiante et de la vie étudiante. Ouais. Puis, comme vous nous avez un peu expliqué au début de l'émission, une des manières, justement, de comme faire valoir ces enjeux-là puis de se faire entendre, c'est par la mobilisation étudiante. Ouais. Moi, j'ai l'impression que de manière généralisée, on voit la mobilisation étudiante surtout comme des étudiants, j'ose pas dire frustrés, mais comme qui ont le feu en dedans, là, qui s'en vont avec des pancartes devant l'Assemblée nationale, puis manifester, puis boycottent leur cours pour manifester. Mais la mobilisation étudiante, c'est plus que ça. Est-ce que vous pouvez comme démystifier c'est quoi la mobilisation étudiante? Ben oui. Ben, en fait, la mobilisation étudiante ou le militantisme étudiant, en Exactement. gros, là, tu sais, c'est encore une fois dans un travail de représentation des membres, représentation des enjeux étudiants. Puis c'est pas juste faire une grève puis aller piqueter ton cours. En fait, c'est intéressant la notion de boycott, piqueter. Oui, là, on va en parler. On va parler dans ça, là, dans ce speech-là. Mais c'est ça, le militantisme étudiant, la mobilisation étudiante, là, c'est varié, c'est divers. Mais ça nous permet de s'attaquer aux enjeux qui touchent le milieu étudiant, mais qui touchent aussi le milieu sociopolitique, parce qu'on remarque que les associations étudiantes ont souvent été vraiment présentes dans les luttes sociopolitiques. Ben, là, je parle du Québec, parce qu'on est ici, mais du Québec des dernières années. On a parlé de 2012, ça l'a marqué la mémoire politique québécoise, ça a cristallisé des valeurs sur l'éducation aussi par rapport à comment devrait être l'éducation. C'est un mouvement populaire, tu sais, c'est que c'est les mouvements étudiants souvent deviennent populaires. Puis encore aujourd'hui, tu sais, la sérialisation des stages, ça peut être la même chose. C'est que souvent le militantisme étudiant permet la conversion vers une lutte populaire, parce que c'est populaire, lutte populaire dans le sens que la population, c'est pas juste niché dans le milieu étudiant. En 2012, il y avait des personnes de tout âge, là, des enfants avec leurs casseroles, des vieilles personnes qui étaient là dans les manifs qui brassaient le plus ou non. Le militantisme étudiant, c'est varié. Il y a beaucoup de moyens de pression qu'on peut faire aussi. C'est pas juste les grèves avec leurs pancartes dans l'Assemblée générale, mais en même temps, c'est un des moyens de pression qui est nécessaire puis qui permet de regrouper plein de personnes. Il y a ça aussi dans le milieu étudiant. Puis le militantisme étudiant, comme on l'a dit tantôt, c'est un milieu qui baigne dans la démocratie directe. Puis le militantisme étudiant, c'est une manière d'action de cette démocratie directe-là. C'est d'agir ensemble en tant que front commun. Que ce soit de différentes manières. Nous, par exemple, l'année passée, plus à un niveau local, on a fait de la mobilisation étudiante avec la faculté pour les locaux d'associations étudiantes à l'ASS. On a fait des négociations avec l'administration pour ça. Ça a été un moyen de pression. Puis ça, tant qu'à moi, c'est du militantisme étudiant aussi. T'sais, le militantisme, c'est pas toujours les petits woke là, avec les sucres roulés, ces affaires-là. Il y a une variété de personnes dans la mobilisation étudiante sur plein d'angles différents, d'autres plus radicales que d'autres, évidemment, comme dans n'importe quel spectre politique. Mais ce qui est intéressant du militantisme étudiant dans les sciences sociales, c'est qu'on est vraiment une faculté diversifiée qui touche plein d'angles sociaux, qu'on est très bien placé puis pour comprendre les enjeux d'inégalité sociale, mais également de comprendre aussi les relations de pouvoir puis les dynamiques complexes qu'il y a des fois entre l'administration et la réalité sociale. Puis là, je pense que je me suis complètement égaré de la question préalable. Ça fait du sens. Mais c'est ça, dans le fond, le militantisme étudiant, c'est important. C'est une manière d'agir puis de cristalliser nos valeurs dans des actions communes. Oui, puis comme Tom disait, c'est parce qu'on a aussi l'impression que les gens... On est comme dans un entre-deux. On n'est plus des enfants, mais on n'est pas sur le milieu du travail. Fait qu'on est comme dans un monde qu'on n'est pas tant considéré par le système un peu capitaliste. Là, dans le sens que, vous êtes sur le bord d'aller faire de l'argent dans la société, mais vous n'êtes pas encore des gros payeurs d'impôts, mettons. Je paraphrase, là, mais j'ai l'impression que souvent, on se fait décrédibiliser parce qu'on se fait dire « Ah oui, les étudiants, c'est la jeunesse, non. » Mais après ça, il y a plein de moments où notre discours est comme... soit pas écouter, soit juste relayer, enlever du revers la main. Là. Fait qu'il y a aussi ça qui est difficile là-dedans, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on est tellement d'étudiants et étudiantes au Québec. Si on avait des mouvements d'unisson, là. Puis même pas genre tout le monde, mettons 50% de la population étudiante du Québec s'unissait. Eh bien, déjà, merci. Déjà, ça ferait tellement un gros contrepoids. C'est un des plus gros contrepoids qu'on a. En ce moment, il y a des renégociations du secteur public, puis il y était 100 000 personnes à la manifestation de Montréal, puis c'est vraiment beaucoup. Mais si le secteur étudiant
faisait ça aussi, on a le gros bout du bâton, puis on l'a vu en 2012. Ça l'a shaké la société. C'est juste que chaque fois qu'il y a un gros mouvement de société, c'est dommage, mais ça se fait pas seulement avec des pancartes. Il faut que ça dérange. Puis exactement, point de dérange, si on en parlait, Pénélope et moi, on a remarqué, tu sais, souvent, d'un point de vue extérieur, les personnes qui se mobilisent, j'ai pas que ma voix, le pied de la puberté à le moment d'une seconde. Le regard extérieur, c'est les personnes non impliquées, de quoi ça ressemble, ça? On dirait qu'on a l'air d'une gang d'excités de la grève, tu sais, de frustrés, de tout ce que tu veux. Puis je peux comprendre, mais tu sais, des fois, moi, comment je vois le militantisme, c'est que si tu te déranges pas puis tu soulèves pas une interrogation sur une situation. En fait, c'est un peu ça le militantisme étudiant. C'est là pour déranger tant qu'à moi. Ouais. C'est là pour rallier. La nuance est vraiment mince. Faut faire attention là-dessus. Là. Puis je pense pas que c'est radical de dire qu'il faut déranger. C'est juste que toute action de mobilisation ou action qui veut soulever un problème sur un enjeu, faut que ça dérange pour qu'on ait l'attention. Surtout encore aujourd'hui, faut que ça dérange. Faut qu'on nous sorte de notre bulle individualiste. Puis c'est pas notre faute, là. Bref. Gros, c'est post-COVID, puis dans quoi on évolue. Mais ce qui est vraiment le fun avec le militantisme étudiant, c'est que c'est varié de manière de faire les choses puis de déranger. On est vraiment... on improvise bien, on est très débrouillards, nous, les étudiantes et étudiants. Puis on n'a pas le choix de faire ça parce que sinon, comme Bénédicte a dit, on nous écoute pas. Pendant le COVID, là, est-ce qu'on a parlé des étudiants universitaires? Pas vraiment. Non. La reprise des cours universitaires, on a parlé. Non, l'état mental des universitaires, un petit peu au début. Pas tant que ça. Tu sais, on n'est jamais abordé, puis on est pris dans ce pli-là weird de cégep aussi, tu sais, ouais, pas secondaire, là. On est vraiment pris dans ce cadre social-là weird qu'on a tellement d'attentes, puis que si nous, on ose parler ou dire de revendiquer quelque chose qui est quand même très, tant qu'à moi, humblement important, comme la cessation des stages ou bref, des situations mentales ou gratuité scolaire, droit de scolarité, bref, ben on se fait pas écouter, on se fait infantiliser, on se fait faire de l'orgisme. En tout cas, attendre d'être sur la vraie vie, connaître la vraie vie, tu comprends pas. Ça, c'est dérangeant, puis tant qu'à moi, c'est notre moyen d'agir. Puis aussi, on a le côté législatif du militantisme étudiant, il est super précaire. Il y a peu de lois qui légifèrent sur ça. C'est très fragile, mais ça existe. Du droit de grève étudiant. Ouais. Mais ça existe. On embarque un peu dans le syndicalisme. C'est du droit de grève aussi, comme à l'Université Laval. Il y a beaucoup une espèce de campagne de dire que c'est pas du piquetage, c'est du boycott. C'est pas vrai. C'est du piquetage. Un boycott, c'est une autre définition. Mais encore une fois, on joue dans la définition des termes, définition de tout, mais c'est notre seul moyen de s'assumer puis de se légitimiser. Mais il y a un flou légal, mais il existe, puis les étudiants en profitent, là. Mais justement, moi, personnellement, ce qui m'avait permis de comprendre un peu genre la mobilisation / le militantisme étudiant, là, c'était justement à l'approche de la grève du SPUL de l'an passé. Il y avait un de nos professeurs, on essayait de poser des questions pour essayer de savoir, mettons, où est-ce qu'on s'en allait, ça allait donner quoi, mettons, si jamais la grève arrivait et tout. Puis il arrêtait pas de nous répéter la même phrase, puis c'était la suivante, c'est « Allez voir vos assos. Appuyez-vous sur vos assos. » Puis moi, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Puis comme, c'est une fois rendu comme au cœur du problème que c'est là que j'ai réalisé que le militantisme étudiant, c'est pas justement juste de comme, être frustré puis de comme déranger, c'est aussi de juste comme s'exprimer et dire comme hey, c'est parce que moi aussi là, j'ai des droits puis moi aussi comme je veux avoir une certaine justice. Être partie prenante d'une société qui est à nous aussi. De là. Pas être oublié. Moi, justement, j'ai fait partie de la cohorte qui appelle les oubliés là, en COVID. Là, j'ai pas eu mon secondaire 5 qui a fini en COVID. Ma première année, moi, j'ai fini mon secondaire 5 dans COVID. Sans même pas de cours parce que ça allait bien mes affaires à ce temps-là. J'ai commencé le cégep à distance. Bonne chance pour faire des amis, justement. C'est ça. Parler avec les mêmes affaires. Puis j'arrive à l'université où la vie étudiante, ça bouge, ça dérange, ça brasse. Puis même moi, je savais pas trop c'était quoi. Fait que c'était dur là, de comprendre justement la notion de mobilisation étudiante et de militantisme étudiant. C'est clair. Ouais, ça fait peur aussi, tu sais. Parce que, tu sais, c'est que le militantisme, malheureusement, je trouve qu'il est empreint d'une vision péjorative, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de personnes qui sautent sur leurs grands chevaux dès qu'on voit des étudiants en pancarte ou « Ah, ça sert à rien » ou « Ah, en même temps, on écoute les discours aussi qu'il y avait pendant 2012, puis ça l'a marqué les esprits. Là. On a eu la chance de faire un podcast d'archivage là, de 2012, puis les extraits radio qu'il y a du monde qui parle des étudiants qui grèvent, là, c'est spécial. Petite blog 2012,
Mauvais Mots à faire, c'est le podcast que Pénélope parle. Très intéressant, ça va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en fait en 2012, c'est quoi la vision externe, puis on voit que ça n'a pas tant changé, la vision des assos. Des chroniqueurs de radio qui sont contents de savoir qu'il y a des étudiants qui se sont fait taper dessus par de la police parce qu'ils n'ont pas d'affaires, eux autres, être dans la rue. C'est des étudiants, alors que c'est un danger qui les concerne directement. Puis il faut comprendre aussi que c'est ça, on est dans la société, on vote, on fait partie de la société, on est des citoyens à part entière, on a des droits à défendre, puis c'est le temps le mouvement étudiant soit uni pour faire valoir les droits de tout le monde, mais aussi de certains droits, comme mettons la salarisation des stages, qui, non, ne touche pas tout le monde, mais qu'on a de l'empathie et de la solidarité envers nos collègues, principalement féminines, qui vivent cette situation-là, puis qui sont dans des situations précaires pendant leurs études et après. Ouais. On a vraiment la chance de pouvoir changer quelque chose. C'est juste qu'il faut se déconnecter du discours public de « Ah, les étudiants, la grève étudiante, ça n'a pas lieu d'être », puis reprendre possession de notre pouvoir d'action. On parle de 2012 depuis tantôt, là. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont un petit peu aucune idée de quoi on parle ou ça leur dit de quoi, mais ils sont pas capables de situer le sujet. Dans le fond, 2012, on associe aussi ça au printemps érable. Exact. C'est arrivé au mois de mars en 2012, puis ça concerne la mobilisation de plus de 100 000 étudiants contre l'augmentation des droits de scolarité à l'Université Laval. C'est aussi associé au mouvement Carré Rouge. C'est sûr que cette mobilisation étudiante-là est vraiment importante parce que, c'était des étudiants qui voulaient lutter contre l'augmentation des droits de scolarité, mais c'est aussi important dans le sens que ça a permis aussi aux personnes qui étaient contre un peu ce mouvement-là, aux étudiants qui n'étaient pas d'accord avec ce mouvement-là, de se mobiliser aussi. Fait que tu avais vraiment comme le parallèle de nous, on est contre cette augmentation-là, on se positionne pour, puis les étudiants qui étaient comme non, nous, on veut continuer à aller à nos cours, on veut pas se... Fait que tu sais, c'était les carrés rouges contre les carrés verts. Ça a vraiment été important pour le Québec, cette mobilisation-là, parce que ça a vraiment démontré moi, personnellement, je trouve que ça a vraiment démontré que c'est possible en tant qu'étudiant de te mobiliser pour quoi qui te dérange par rapport, mettons, à ton établissement scolaire ou autre. Mais c'est aussi que tu as aussi la place en tant qu'étudiant de dire non à un mouvement étudiant que tes collègues font. Pas de dire non, mais comme démontrer ton opinion. Exact. C'est sûr que là, tu sais, ça a vraiment pris de l'ampleur puis c'est allé jusqu'à utiliser des recours légaux et tout. C'était vraiment quelque chose comme mobilisation. Mais dans le fond, où ce que je voulais en venir avec ça, c'est non seulement faire un petit refresh, mais aussi, est-ce que vous pensez encore aujourd'hui qu'une mobilisation de cette ampleur pourrait avoir lieu? La réponse est oui et non. On dirait que j'ai le goût de dire oui, mais... Rien n'est impossible. C'est ça. Mais c'est ça. C'est juste que 2012 est le cumulatif d'une période de grands événements politiques comme le Sommet des Amériques. Aussi c'est l'austérité également du Parti libéral. Il y a beaucoup de choses qui a amené à 2012. 2012 n'est pas arrivé tout seul. Il y a beaucoup de mouvements aussi en 2008. C'est 2008. En tout cas, avant 2010, par rapport à les droits de scolarité, pour les plein de choses là, au milieu universitaire, les frais afférents, c'est ça. Puis ça l'a amené à une colère en 2012, puis à une excellente organisation aussi des associations étudiantes. On va se le dire, il y avait une organisation vraiment incroyable pour gérer tout ça. Puis il y a un mouvement collectif aussi, là, tu sais, on est assez, ça n'a pas de bon sens de se faire imposer des droits de scolarité comme ça, en plus de vivre l'austérité. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on remarque dans cette période-là, 2012, c'est une période de changement, puis d'évolution, puis de crise politique, crise socio-politique et économique. Fait que le Québec, en ce moment, il change. On le voit en ce moment, il change économiquement, il change socialement, il change politiquement. Il change politiquement. Puis souvent, les périodes de changement apportent des périodes révolutionnaires. Fait que, tu sais, s'il y a une période de changement, comme en ce moment, le front public... le front public là, pour la fonction publique qui est en grève, c'est un momentum. Ça existe, c'est révolutionnaire. C'est en réponse à une crise concrète que le monde vive. Puis 2012, ça peut paraître loin pour certains, mais ça fait 11 ans. On en parle encore. On en parle encore. Oui, il y a encore des documentaires qui sont sortis et qui se font mettre dans le cinéma encore. Si, mettons, 2012, c'est trop loin pour vous, en 2018-2019, on était 600 000 dans les rues de Québec pour la justice climatique. Donc, la justice climatique, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est sûr. C'est possible.
t'sais. Juste au mois de septembre, il y a une grosse mobilisation d'étudiants. Parce que oui, il y a un momentum en ce moment. C'est pour ça que ma réponse est oui et non. Dans le sens, oui, je crois qu'en ce moment, il y a un momentum avec l'inflation, avec l'endettement, avec le système public, parce que le système public manifeste en ce moment, surprise, surprise, c'est majoritairement des stagiaires qui sont non payés quand ils sont à l'université ou au cégep aussi. Fait que ça fait du lien. Par contre, je crois que, puis peut-être que c'est lié à la post-COVID, on est dans un système qui est beaucoup plus individuel qu'avant. Qui pense vraiment moins au collectif, au mouvement étudiant collectif, ou à l'avenir là, des autres. Il y a beaucoup de « Ouais, mais si moi j'ai à passer par là, pourquoi les autres après devraient pas le faire? » Alors que, mettons, dans 2012, ils savaient probablement qu'il y en avait plein là, qui finissaient, là, qui allaient avoir payé leurs frais de scolarité, mais c'était pour léguer un avenir. Comme moi en ce moment, qui est à l'université, j'aurais pas pu s'il y avait pas eu cette lutte-là. Fait qu'il y a ça aussi, c'est plus que je pense qu'il faudrait comme justement arrêter d'être full individuel, puis que ça revienne à un mouvement collectif, parce que c'était ça dans 2012, mais je crois qu'au niveau du momentum, au moment de ça serait le temps de se soulever, on serait là. Puis tiens, tantôt on parlait de où le militantisme étudiant peut aller. J'aimerais se rappeler qu'en 2012, c'est les étudiants qui sont allés négocier avec le gouvernement du Québec pour demander qu'est-ce qui est nécessaire puis ce qui semble être correct. Je pense que 2012, là, avec un pied de recul, il n'y a pas eu la gratuité scolaire, c'était comme l'utopie, c'est normal de viser de quoi de gros, mais moi je pense que c'est possible, mais on a quand même eu des gains comme que du monde bénéficie, c'est pas une défaite. Il y a beaucoup de monde, des fois ils disent 2012, on n'a pas eu la gratuité, non, mais c'est pas une défaite, c'est une victoire. Puis c'est important aussi comme de s'actionner pour les personnes après nous, comme pour les stages, quoi que ce soit. Puis la marchandisation de l'éducation également à l'Université Laval ou à n'importe où, ça aide pas non plus à créer des communautés. Le monde, il voit l'université comme un milieu milieu de l'emploi et non comme un milieu de savoir que c'est censé être. Exactement. L'université, c'est une bibliothèque de savoir. On devrait pas censé appliquer du late stage capitalism dans le savoir, mais ça, c'est mon take. Puis ça aussi, ça individualise beaucoup les personnes, puis ça crée que les mouvements communs, des fois, ont plus de la misère à mober et atteindre les quorums, des fois, en assemblée générale. Quorum, en passant, c'est le nombre de personnes nécessaires pour avoir une assemblée générale. De membres, d'ailleurs, pas n'importe qui. Fait que c'est ça, il y a ça aussi qui joue beaucoup dans la balance là, de communion, d'unité populaire. Mais on en parlait tantôt, là, mais il y a moins de débats dans les instances universitaires. Il y a moins de... On dirait que... Puis je pense que le Québec était quand même considéré comme un peuple qui avait pas la langue dans sa poche. Mais on dirait que je constate depuis plusieurs années que de dire des trucs, là, on est dans la chicane. Là, on dit pas, mais alors qu'un débat, c'est sain. Tu peux pas parler toujours avec des gens qui sont d'accord avec toi, parce que sinon, t'es dans une chambre d'écho, qu'il y a juste les gens qui sont d'accord avec toi, qui te parlent. C'est important de pouvoir avoir des discussions avec des gens, de pouvoir débattre, d'être à l'écoute, puis de pouvoir... pas vouloir là, complètement défaire l'argument de l'autre personne, mais d'assimiler ce qu'il dit. D'échanger. Puis d'échanger, puis de reformuler tes arguments pour que ça marche. Puis j'ai l'impression que nos cours, en ce moment, avec la marchandisation de l'université, c'est moins ça. C'est plus, tel penseur pense ça, tel penseur pense ça, compare-les, quel est le meilleur, puis après ça, tu sais, il n'y a pas de... Comment tu peux appliquer ça comment dans un milieu de travail? En ce moment, dans notre réalité et tout. Puis ça, je pense que ça l'affecte, les pensées. Les gens viennent à l'université, ils partent, puis ils ont leur diplôme. Puis il y en a pour qui c'est super correct, mais quant à moi, l'esprit critique. Il faudrait développer plus l'esprit critique. Puis tu sais, en 2012, la parenthèse, il y avait un cours là, dans lequel il y a eu une injonction. Je ne souviens plus du nom du prof. Là, mais c'est un cours de sciences sociales. C'est un prof de sciences sociales en psychologie, je pense. Ou en relations industrielles, je ne sais plus. Peu importe. Puis dans le fond, il y avait la classe qui était divisée en deux, puis le cours n'a pas eu lieu à cause de l'injonction. L'injonction qui était pour le but d'empêcher la tenue du cours pour la grève. Puis le prof décide de faire un débat de démocratie directe entre les personnes pour et contre. Puis dans la classe, pendant 3 heures, il y a eu un exercice de débat. Puis les personnes, ils se sautaient pas à la gorge, puis ils s'insultaient pas personnellement. Il y avait un certain cadre aussi. Il y avait un certain cadre. C'est la même chose pour les âgés. Un débat, ça a un cadre. Là. Exactement. Tu sais, les âgés, on dirait que j'ai l'impression que les gens, ils pensent qu'ils vont arriver là, puis ils vont être d'accord, puis là, tout le monde va essayer de les démolir, mais c'est pas vrai. Tu sais, dans le sens, on va argumenter, on va débattre, puis on va être dans les faits et non dans les émotions.
Puis c'est à ça que ça sert les âgés. Puis si quelqu'un parle, puis se lève, puis dit quelque chose, c'est sûr et certain que dans la salle, il y a quelqu'un d'autre qui pense la même affaire, puis qui a peut-être pas osé le dire. Fait qu'est-ce que vous serez la personne qui va oser venir parler dans les assemblées générales? J'ose espérer. Justement, sur ce sujet-là, tu parles que les assemblées générales ou AG, pour faire plus court, c'est justement là pour faire valoir une idée, passer un message, débattre aussi. Par contre, souvent, ce que les gens savent pas ou sont comme pas au courant, c'est que ça prend un certain nombre de personnes présentes pour que le débat puisse avoir lieu. Souvent, il n'y a pas beaucoup de participation. À part, mettons, de ne pas pouvoir débattre, y a-t-il d'autres problématiques que ça l'engendre? Le manque de le manque de participation, le manque de quorum. Oui. Ben, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Assemblée générale, c'est la base d'une association, dans le sens que... On peut pas fonctionner si on n'a pas ça. Non, on est redevable à l'Assemblée générale, que le monde pense ça ou non. On fait pas ce qu'on veut, là. Genre, on est redevable à du monde. Puis si on n'est pas redevable ou on fait des affaires louches ou whack, ben, on peut vraiment se faire mettre dehors ou, on peut. Nous, les étudiants comme les autres, étudiants comme les autres, on a une réputation aussi. Puis, nous, si on est dans l'exécutif d'une asso, c'est parce qu'on aime la vie étudiante puis on veut le meilleur pour elle. Mais on est quand même redevable à 5200 étudiants ou peu importe c'est quoi ton nombre de membres dans la faculté, dans ton asso. On est redevable à l'Assemblée générale. Fait que s'il y a personne qui va à l'Assemblée générale, ben l'asso elle va éventuellement mourir, tu sais. Exact. Fait que c'est l'Assemblée générale permet l'action et la vie de l'association, la vie étudiante, les parties, peu importe c'est quoi ton angle. C'est aussi là que tu décides ton argent va où, là, parce que les gens ils payent des cotisations pour être membres, puis c'est là que tu décides qu'est-ce qu'on en fait de ton argent, c'est quoi les services qui sont accessibles. Il y a tout ça aussi qui entoure les assemblées générales. Puis mettons, pour vous donner une idée, une assemblée générale normale, mettons qui serait celle de notre début d'année, celle de fin d'année, une prise de position, ça va être 1% des membres, ce qui équivaut à environ 55 personnes. Ouais. Une assemblée générale de grève, ça va être 2% des membres, ce qui équivaut à environ 104 personnes, de quoi du genre? 104. 104. Ou 100. Là, tu parles des quorums. Oui, les quorums, exactement. Ça nous arrive souvent de les avoir. En fait, c'est rare qu'on les a pas. Le dernier, on l'a pas eu. C'est sûr, on est dans la session d'examen et tout, puis c'est un quorum de 100 personnes. Souvent, on les a. Puis dans le cas des grèves, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on va piqueter, il y a plein de gens qui nous disent « Moi, j'ai pas voté pour ça. » Puis là, je leur dis « Mais t'étais pas là à l'Assemblée générale? » Puis ils sont comme « Ouais, mais moi, je vais pas là. » Oui, mais dans le sens que je comprends que t'es pas d'accord, mais nous, on a une instance pour prendre des décisions. S'il y a le quorum, si nos 100 personnes sont là, puis que les 100 personnes, ça vote en majorité pour la grève, on va pas s'empêcher de faire le mandat que l'association nous a donné parce qu'on considère que c'est clairement pas les 5200 personnes qui étaient là. Fait que c'est pour ça, quand on dit que c'est important de venir quand t'es contre, c'est que là, ben, tu seras pas surpris le vendredi matin quand on pique ton cours, puis tu vas au moins pouvoir avoir eu ton mot à dire. Puis on est légitime dans ça, justement, non seulement à cause de notre mandat à l'Assemblée générale, mais aussi à cause des lois qui nous accréditent en tant qu'OBNL puis en tant que syndicat là, parce qu'on se rappelle du flou légal. Puis tu sais, l'année passée, dans la grève du SPUL, tu sais, la SS, la SS, dont moi-même, on était vraiment comme dans le jus, là. Tu sais, on faisait comme un travail de documentation légale, on piquetait, on négociait avec la vice-rectrice, le directeur du SSP. Tout en représentant les étudiants. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas une... Puis tu sais, nous, l'exec, on a eu une... On a vraiment genre eu un mois complètement sauté mentalement. Là. On était épuisés, on était drainés, on vivait sous la gourou et genre la nicotine, c'était sauté. Là. Puis moi, des fois, je trouve ça le monde qui pense que je veux faire ça pour le fun. Si je voulais faire de quoi pour le fun, j'irais dans un chalet à l'automne avec un chocolat chaud, un café. Tu sais. J'aime ça, don't get me wrong, j'aime ça faire ça. Mais on se met tellement dans une situation quand on est en grève ou quand on voit des choses dans l'Assemblée générale qui sont des fois inconfortables. Puis nous, notre job, c'est d'assumer cet inconfort-là, puis d'improviser, puis d'arriver à un résultat. Mais si vous n'êtes pas là pour voter l'AG, pour voter contre quoi que ce soit, ben nous, c'est notre seul moyen. Puis c'est comme dans n'importe quel syndicat. Si la CSN vote une grève et un piquetage, c'est leur mandat. T'aurais dû aller voter à CSN. Tu sais, c'est la même chose dans n'importe quel milieu. Jusque là, c'est un milieu étudiant. Puis encore une fois, il y a l'air d'avoir une décrédibilisation de ce mouvement-là, puis de qui on est, de qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire bien plus que vous pensez. D'ailleurs. Mais je comprends aussi pourquoi les gens ils disent que genre on a de la fâchée, parce que c'est vrai que je suis fâchée. Parce que mais non, mais c'est vrai. Puis c'est une de mes profs qui nous dit que être fâchée,
c'est ça qui alimente la militance. Puis c'est parce que nous, on a plein de témoignages, on voit plein de gens qui nous partagent des affaires, puis je vois pas comment les gens font pour pas être fâchés de ce système-là, qui fait qu'on en laisse plein derrière, puis que c'est pas tout le monde qui est sur un pied d'équité puis d'égalité. Fait que nous, on se bat pour ça. On est passionnés, mais c'est normal que des fois, ça soit le feu de la passion là, qui fasse en sorte qu'on fasse des actions. Là. Il y aurait tellement de choses encore à dire sur ce sujet-là. Malheureusement, l'épisode tire à sa fin, mais avant de conclure, je sais déjà. Avant de conclure, j'aimerais ça que vous me pitchiez vos meilleurs arguments, mettons, pour motiver un étudiant ou étudiante qui ne se présente pas à un AG. Pourquoi il devrait aller aux assemblées générales? Ben, t'es à l'université. La pizza. La pizza, c'est un bon argument, mais t'es à l'université. Je comprends que l'absentéisme est une réponse, mais moi, je trouve que au niveau du débat, de la démocratie étudiante, tu devrais venir faire valoir ton point, puis ça t'apporte tellement de belles affaires là, d'être capable de t'exprimer en public, d'être capable de formuler tes points en public. Fait que moi, je dirais ça là, comme premier argument. Moi, je dirais, t'as un peu volé mon idée, donc je vais improviser quelque chose. Je suis sûr qu'il y a d'autres arguments. Oui, il y a plein d'autres arguments. Je veux dire que, premièrement, dans une société en ce moment qui post-Covid, qui peut être difficile d'avoir un lien de communauté puis un lien de groupe ou de trouver des personnes avec des valeurs semblables ou qui sont ouverts à la discussion. Moi, je reviens aux assemblées générales pour justement pratiquer tes habiletés démocratiques, mais également pour trouver une communauté dans laquelle tu peux avoir confiance puis sur laquelle tu peux t'épauler si tu as des problèmes, si tu veux t'ouvrir puis si tu veux t'émanciper politiquement. Je pense que les assemblées générales, c'est le meilleur exemple de démocratie directe qui ont été légués par l'histoire politique. Puis si tu veux en profiter, puis si tu veux comprendre réellement, puis arriver dans la vraie vie, entre guillemets, là, préparé pour avoir un esprit critique, viens aux assemblées générales, puis mange de la pizza hawaïenne avec nous autres. C'est juste aussi pour être au courant là, de ce qui se passe. Il y a plein de monde qui nous écrivent pour enlever leurs frais de cotisation, puis on leur dit tous nos services, puis finalement, ils sont comme « Ah! Laisse faire, je vais le garder, tu sais, mettons mon 6$, mon 1,53$. » Fait que, tu sais, venez nous voir. Venez nous voir. Premièrement, venez nous voir au local de l'Asso, 0435 au Deconnaître. Oui. Si vous voulez jaser, on est quasiment tout le temps là. On est prêt à vous parler de c'est quoi les assemblées générales, puis vous accueillir là-dedans, puis venez vous exprimer ou du moins être là puis être au courant. Un gros merci. Merci à toi, Caro. Thomas. Merci beaucoup de nous avoir démystifié les associations étudiantes. Et sur ce, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye.